Quel regard portez-vous sur la crise sanitaire actuelle? Un regard circonspect et inquiet. Circonspect parce que je suis moins inquiet que la plupart des gens concernant la Covid. Un taux de létalité entre 0,3 et 0,7%. En France, plutôt entre 0,3 et 0,5. Donc je n'ai pas de raison de m'affoler. D'abord parce que je n'ai pas peur de la mort en général, mais encore moins de la Covid-19. Je préfère mourir de la Covid-19 qu'Alzheimer, comme mon père, ou que d'un cancer, comme 150 000 personnes par an. C'est beaucoup plus que les morts de la Covid. Donc ça, c'est la circonspection. Je m'étonne de cette espèce d'affolement, notamment médiatique, et puis l'inquiétude, mais pas du tout à cause de la Covid. Enfin si, à cause de la Covid et des mesures prises contre la Covid, mais l'inquiétude pour nos enfants. Voilà, mon inquiétude, c'est qu'on sacrifie 2 générations, c'est-à-dire celle de mes enfants, les jeunes adultes, et celle des petits-enfants de ma compagne, je ne suis pas encore grand-père, les enfants et les adolescents, qu'on sacrifie 2 générations à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et je trouve ça tout à fait inquiétant, en vérité. Je l'ai dit à la télévision au tout début, moi ça me donne envie de pleurer. Il y a 1 million de nouveaux pauvres en plus en France, 150 millions dans le monde. 150 millions d'êtres humains sont redescendus en dessous du seuil de l'extrême pauvreté. C'est encore autre chose que la pauvreté en France. On ne fera pas dire que c'est une bonne nouvelle. Voilà, je me suis toujours interdit de condamner le confinement ou le couvre-feu maintenant, parce que ce n'est pas mon domaine de compétence, puis il fallait bien faire quelque chose. Donc je ne l'ai ni condamné ni approuvé, mais on ne m'empêchera pas d'être inquiet et de le dire. Voilà. Quelles seront selon vous ses conséquences à long terme sur la société en général et sur les entreprises? Je pense que Houellebecq a dit l'essentiel en une phrase. Le monde d'après, ce sera le monde d'avant, en pire. En pire d'abord, ce qui sera plus pauvre. Et contrairement à ce que certains font mine de croire à l'extrême gauche, plus le monde est pauvre, plus il va mal, évidemment. Et c'est vrai aussi pour l'entreprise. Alors pour certaines entreprises, je pense à Airbus ou à Air France, c'est une catastrophe qui va durer un certain temps, sans parler de l'hôtellerie, etc. Bon. Pour d'autres, ça durera moins longtemps, voilà, mais je n'y vois en gros que des mauvaises nouvelles, ou les bonnes nouvelles, c'est vraiment infime. Bon, le télétravail va progresser, mais le télétravail, c'est ambivalent, il y a du bien, il y a du moins bien. Bon, on ne va pas compter sur le télétravail pour sauver ni la planète, ni notre civilisation. Voilà, et donc les raisons d'inquiétude, à mon avis, dominent. Mais je pense qu'on sortira de cette crise, évidemment, soit parce qu'on aura inventé un vaccin ou un traitement, soit parce que quand le virus aura atteint 50% de la population, ses effets seront moins délétères. C'est ce qu'on appelle l'immunisation collective, et il faut souhaiter que ça marche. Voilà. Donc ce n'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde, mais j'avoue que le contraste entre une maladie relativement bénigne, l'équivalent d'une très très mauvaise grippe, si vous voulez, mais beaucoup moins grave que la grippe espagnole en 1918-1919, 50 millions de morts dans le monde. On en est à 1 million aujourd'hui. Une maladie relativement bénigne face de tels dégâts économiques, sociaux et humains, et qui porteront, encore une fois, autant la maladie menace plutôt les plus vieux, j'en fais partie, donc je peux en parler tranquillement. Moi j'ai 68 ans. Une maladie qui menace plutôt les plus vieux, mais dont les conséquences et les conséquences des remèdes qu'on a pris contre cette maladie frappent surtout les plus jeunes. Et moi je pense, contrairement à ce qui s'est beaucoup dit, que la priorité des priorités, ce n'est pas de protéger les plus vieux, c'est de protéger les jeunes en général et les enfants en particulier. En quoi la valeur travail se trouve complètement bouleversée? La valeur travail, tout dépend en quel sens on prend le mot. Beaucoup de gens croient que la valeur travail, c'est une valeur morale. C'est un pur et simple contresens, évidemment. Le travail est une valeur marchande, ça se paye. C'est ce qu'on appelle une valeur économique, une valeur marchande. Ça n'est bien sûr pas une valeur morale, ça ne l'a jamais été. Il n'est pas écrit dans les évangiles que je sache travailler les uns les autres comme votre Père du ciel travaille. Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime ». Et c'est un athée qui vous le rappelle. L'amour est évidemment une valeur travail, l'amour est évidemment une valeur morale. Le travail, évidemment, n'en est pas une. Et ceux qui croient que le travail fait la dignité de l'être humain n'ont pas compris ce qu'est la dignité, n'ont pas compris ce qu'est un être humain. Parce que dès lors que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, comme ils sont évidemment inégaux en travail, il est parfaitement exclu que le travail fasse la dignité. Donc le travail est une valeur marchande, c'est pour ça qu'on le paye. On ne vous paye pas pour être généreux, sinon ce serait plus de la générosité, ce serait de l'égoïsme. On ne vous paye pas pour être juste, sinon c'est plus de la justice, c'est de la corruption. On ne vous paye pas pour aimer, sinon c'est plus de l'amour, c'est de la prostitution. On vous paye pour travailler.
Et donc, voilà, le travail est une valeur marchande. Ça veut dire, je le dis toujours aux managers, ne comptez pas sur des leçons de morale que vous feriez à vos collaborateurs pour les motiver ou pour tenir lieu de management. Vous êtes pour une philosophie du management. En quoi consiste-t-elle ? Ça consiste à expliquer ce qu'est un être humain. Voilà, parce que qu'est-ce que c'est qu'un manager? C'est quelqu'un dont le travail, c'est de faire travailler les autres. C'est très difficile parce que les autres travailler, ils ne préféreraient pas. Alors, bien sûr, ils préfèrent tous travailler plutôt qu'être chômeurs, enfin tous ou presque tous, mais la plupart préféreraient être rentiers, bien sûr, plutôt qu'avoir besoin de travailler dans telle ou telle entreprise pour gagner leur vie. D'ailleurs, je dis souvent à cette entreprise, posez-vous la question de savoir quel pourcentage de vos collaborateurs continueraient à travailler chez vous s'ils avaient gagné ne serait-ce que 60 millions d'euros au loto européen. La réponse, qui tendanciellement sera très proche de 0%, dit assez clairement l'essentiel, c'est que travailler pour la quasi-totalité des salariés, ça n'est pas d'abord une vocation, ça n'est pas d'abord un plaisir, c'est d'abord une contrainte. Les gens travaillent pour gagner leur vie. Sauf que si on veut les motiver, il faut comprendre comment fonctionne un être humain. Voilà. Et c'est un peu ça le problème, c'est que pour des raisons historiques, sociologiques, dans notre pays, la plupart des managers sont d'anciens ingénieurs. Voilà. Et comme il était bon comme ingénieur, on les a bombardés managers, sauf comme c'était le même métier. Mais ce n'est pas du tout le même métier. Un ingénieur, il travaille sur des objets concrets ou abstraits, mais des objets. Un manager, il travaille sur des sujets, ou plutôt avec des sujets. Ce n'est pas du tout le même métier. Et donc, mon métier de philosophe, c'est d'expliquer aux managers comment fonctionne l'être humain. Et je commence toujours, dans une conférence que j'ai faite, je crois bien, quelques centaines de fois, en tout cas plusieurs dizaines, c'est sûr, mais je crois bien entre 100 et 200 fois, que j'appelle donc Sens du travail, bonheur et motivation, sous-titré Philosophie du management. Je commence toujours par citer deux phrases qui me paraissent décisives. Une phrase d'Aristote, le désir est l'unique force motrice. Dans motivation, il y a motif, mais surtout il y a moteur. Le moteur, c'est ce qui meut. Le désir est l'unique force motrice. Et puis une phrase de Spinoza au XVIIe siècle, Spinoza écrivait « Le désir est l'essence même de l'homme, de la femme, de l'être humain ». Autrement dit, nous sommes des êtres de désir. Eh bien ça nous dit quelque chose d'essentiel sur le métier des cadres. C'est que si le désir est l'unique force motrice, Aristote, si le désir est l'essence même de l'homme, Spinoza, bref, si nous sommes des êtres de désir, ça veut dire qu'un cadre, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management. Alors ça va dépendre de la proportion du métier concret de tel ou tel des cadres, mais en gros, tous sont d'abord et avant tout des professionnels du désir de l'autre. Alors que sottement, si j'ose dire, quand ils travaillent dans la banque, ils croient être des professionnels de la banque. Quand ils travaillent dans le numérique, ils croient être des professionnels du numérique. Mais non, ça c'est un travail de technicien, d'expert, ce n'est pas un travail de manager. Et le meilleur manager ne sera pas forcément le meilleur expert en banque ou en numérique. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, une fois qu'on comprend ça, qu'être manager, être dirigeant, dirigeant, c'est plus compliqué que ça, parce qu'un dirigeant, c'est un manager, un marketeur, mais c'est aussi un stratège. Et là, c'est encore une autre chose. Mais une fois qu'on a compris qu'un cadre, en gros, c'est un professionnel du désir de l'autre, désir des clients, marketing, désir des salariés, management, la vraie question, c'est qu'est-ce que le désir? Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour l'expliquer, mais j'ai coutume de montrer qu'il y a deux théories principales. La théorie que j'emprunte à Platon, le désir est manque. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour, dit Platon. Et puis la théorie de Spinoza qui dit que le désir n'est pas manque, mais puissance. Puissance de jouir, puissance de se réjouir, autrement dit, puissance d'aimer. Et je montre que ces deux théories sont vraies, s'appliquent toutes les deux au management, qu'on a besoin des deux, mais qui sont très différentes, parce que le désir comme manque aboutit sur cette difficulté qu'une fois que le manque est satisfait, il n'y a plus de désir. Et bien loin qu'on soit heureux d'avoir ce qu'on désire, on s'ennuie parce qu'on ne désire plus rien. Et donc je dis, on tombe de Platon en Schopenhauer. Platon pour qui le désir est manque, et Schopenhauer qui écrit, c'est une formule que j'ai souvent citée, ainsi toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Souffrance du chômeur qui manque de travail, qui manque d'argent, ennui ou souffrance du salarié. Et c'est ça le piège, j'allais dire de Platon, mais c'est un piège de l'être humain, parce que très souvent, nous fonctionnons au manque, donc à l'ennui. Sauf si, au lieu de tomber de Platon en Schopenhauer, on monte de Platon en Spinoza, c'est-à-dire qu'une fois que le manque est satisfait, au lieu de s'ennuyer,
on jouit, on se réjouit, non pas de ce qui manque, même pas tellement de ce qu'on a, mais de ce qu'on fait. Autrement dit, le salarié heureux, c'est celui qui se réjouit de faire ce métier-là, dans cette entreprise-là, avec ces gens-là. Le salarié heureux, c'est celui qui aime son travail. Sauf qu'on n'est pas programmé pour aimer le travail. On est programmé pour aimer les loisirs, les vacances, l'amour, la bonne chère, mais le travail, c'est bien plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on a besoin de managers, pour faire en sorte que des gens qui ne travaillent pas par amour du travail, non, ils travaillent parce qu'ils ont besoin d'argent, comme tout le monde. On a besoin de managers pour faire en sorte que des gens qui ne travaillent pas par amour du travail réussissent à aimer le travail qu'ils font. On a besoin de managers pour faire en sorte que des gens qui ne travaillent pas pour le plaisir, ben non, ils travaillent pour l'argent, comme tout le monde. On a besoin de managers pour faire en sorte que des gens qui ne travaillent pas pour le plaisir prennent plaisir au travail qu'ils font. Et pour ça, il faut trouver autre chose que l'argent qui manque. Et c'est ce que m'ont aidé à comprendre au moins 2 chefs d'entreprise qui, dans les séminaires très nombreux que j'ai animés, m'ont dit 2 choses. Le premier me disait, bien sûr, mes salariés travaillent pour le salaire. Si j'arrête de les payer, ils arrêtent de travailler. Mais ajoutait-il, le salaire, ce n'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Oui, il y a un marché du travail. Si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, j'aime beaucoup cette notion de valeur ajoutée de manager, si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Et je crois qu'il avait évidemment raison. La pierre de touche du management réussi, c'est quand les salariés sont heureux au boulot. Et puis un autre chef d'entreprise, un autre jour, m'avait dit ceci, il me disait, vous savez, l'argent, ça n'a jamais motivé personne. L'argent, me disait-il, ça rend motivable. Oui, ça rend motivable. S'ils ne sont pas payés, c'est clair qu'ils ne sont pas motivés, mais la question ne se posera plus. Mais l'argent, m'expliquait-il, ça n'a jamais motivé personne parce que, enfin l'argent, en tout cas le fixe, le salaire, ça peut être différent pour des primes ou des parts variables. Mais pour ce qui est du fixe, ça n'a jamais motivé personne parce que celui qui, par hypothèse, ne travaillerait que pour le salaire, il n'a aucune raison d'en faire ne serait-ce qu'un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Or, la motivation, ça commence justement quand on en fait au moins un peu plus que le strict minimum pour ne pas être viré. Et ça, par définition, le salaire ne peut pas l'obtenir. Il va donc falloir trouver autre chose que l'argent qui manque, autre chose que le salaire, autre chose que les salariés puissent aimer, qui donne un sens à leur travail. Alors, cette autre chose que l'argent qui manque, ça peut être quoi? Je le pointe rapidement, ça peut être d'abord de meilleures conditions de travail. Il y a des entreprises où tel métier est plus facile à aimer que le même métier dans une autre entreprise. Ça peut être davantage de respect, davantage de reconnaissance, notamment de la part du management. Ça peut être une meilleure ambiance, davantage de convivialité. Vous savez, il y a des boîtes, on part bosser le matin, la gorge un peu nouée d'angoisse, parce qu'on sait que l'ambiance va peser une tonne, que tout le monde fait la gueule à tout le monde, qu'il y a de vieilles haines rancies dans les bureaux ou les ateliers. Alors qu'il y a d'autres boîtes où on part bosser le cœur léger le matin parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, chaleureuse, détendue, qu'à la limite, on va retrouver une bande de copains. Ce n'est pas du tout la même chose. Autre chose que l'argent qui manque, ça peut être le sentiment de participer à une aventure collective exaltante. Ça peut être le sentiment de progresser soi-même davantage, de s'épanouir soi-même davantage. Vous savez, il y a des boîtes ou des boulots, on y bosse pendant 15 ans, au bout de 15 ans, on se retourne, rien n'a changé, on n'a rien appris. Simplement, on est 15 ans plus vieux et donc davantage fatigué. Alors qu'il y a d'autres boîtes ou d'autres boulots, on y bosse pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, on se retourne, on se dit, mais c'est dingue ce que j'ai changé, ce que j'ai appris, ce que j'ai progressé. Ce n'est pas du tout la même chose. Autre chose que l'argent qui manque, ça peut être le sentiment de travailler en harmonie avec ses valeurs morales personnelles. Sans avoir besoin de les mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus pendant 35 heures ou un peu plus par semaine. C'est ça aussi le rôle motivant, managérial de la RSE, comme on dit. Autre chose que l'argent qui manque, ça peut être le sentiment d'une plus grande utilité sociale. Fabriquer des cigarettes ou fabriquer des médicaments, ce n'est pas la même utilité sociale. Fabriquer du Mediator ou fabriquer un bon médicament, ce n'est pas la même utilité sociale. Etc., etc. Vous voyez, alors ce n'est pas, bien sûr, à la place du salaire, hein, c'est en plus, mais c'est ça qui va faire la valeur différentielle du management. Au fond, le salaire, il est fixé davantage par le marché du travail que par le manager. En revanche, la motivation dépend bien davantage du manager que du marché du travail.